Suleiman Dabo, qui est coordonnateur des programmes interculturels au Conseil des écoles françaisoises, CEF. Bienvenue ce soir. Monsieur Eric Nizabira, qui est étudiant en 12e année au pavillon des 4 Vents de Monseigneur de Laval. Eric est arrivé du Burundi pendant l'été, donc vous n'êtes pas là depuis longtemps. Et il est venu rejoindre sa mère qui est éducatrice à la garderie du YMCA. De l'autre côté, nous avons M. Bernard Roy, qui est directeur de l'éducation au Conseil des écoles françaisoises, le CEF. Bienvenue aussi. Bonsoir. Et bien sûr, le docteur Yamina Bouchama de l'Université de Laval, juste à côté de moi. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, Yamina nous a beaucoup inspirés avec ce qu'avait dit dans sa conférence et je pense qu'on peut ouvrir pour les questions. Je sais que Laurie et les autres ont des questions à poser. Tellement de choses que je pourrais dire. Yamina, merci de nouveau de ta belle présentation. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous avez parlé des immigrants et de la communauté d'accueil, si j'ai bien compris, comme des cultures ou des communautés hétérogènes. Et puis, j'ai juste une question d'ordre général, peut-être pour tout le monde du panel, mais la Saskatchewan vient de faire un autre voyage, et en Afrique et en France, et je pense en Belgique aussi, pour tenter, inviter ou encourager d'autres immigrants à venir s'installer en Saskatchewan. Alors, étant donné vos recherches, comme quel conseil donneriez-vous à une famille qui considère déménager en Saskatchewan? Bon, c'est certain que je ne détiens pas la vérité. Mais Peut-être ça va être obligé d'avancer votre micro. Bon, n'importe quel milieu minoritaire. Je sais que tu n'es pas nécessairement l'expert sur la Saskatchewan, mais je veux dire des conseils d'ordre général qu'on pourrait les offrir. C'est certain que les adultes, lorsqu'on les écoute, la première chose qu'ils nous disent, je n'ai pas été informée. On m'a jamais dit que mes diplômes n'allaient pas être équivalents. On sait que c'est le grand débat. On sait qu'il y a beaucoup de financement au niveau des l'équivalence des acquis, l'équivalence des expériences, etc. Ça, c'est une problématique qui est très, très présente. Le problème qui m'intéresse dans tout ça, c'est les élèves qui vont dans les écoles. C'est la problématique sur laquelle je travaille actuellement. Et je me dis, si l'adulte ne trouve pas une façon de s'insérer sur le marché du travail, c'est certain que les conséquences vont sur les enfants qui viennent. Et souvent, on encourage ces jeunes familles qui ont des enfants. J'imagine que c'est un pointage. Si tu as des enfants, tu as plus de chance. Et c'est certain que c'est bon d'aller chercher du monde. C'est excellent de faire la promotion, mais il faut garder à l'esprit que c'est un travail très important à faire auprès de ces adultes qui doivent venir avec l'idée que oui, il se peut qu'il n'y ait pas d'équivalence. Et j'ai une étudiante qui a travaillé sur des cas dramatiques dû au manque d'insertion sur le marché du travail. Et même lorsque le personnel enseignant et non enseignant nous parle des élèves, ils nous disent, oui, des problématiques dans le foyer comme les parents qui ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas donner main forte aux enseignants. À l'école, ils sont absents. Donc, ils sont pris ailleurs. Si on regarde la pyramide de Maslow, c'est certain, lorsque les besoins inférieurs ne sont pas comblés, on ne peut pas aller avec des choses plus sophistiquées au niveau des liens ou des relations ou de l'estime de soi. On est rendu vraiment à la base la survie. Donc, il me semble très important d'être au courant que
l'intégration, ça suppose des jeunes, parce qu'on mise beaucoup sur les jeunes. On nous dit c'est sur cela que le Canada en général mise. Ils viennent, ils se socialisent, ils prennent les habitudes du pays, ils deviennent des citoyens actifs. Alors oui, on mise sur eux parce qu'il y a des croissances, il faut qu'on leur donne les moyens et il faut qu'on leur assure que leur famille soit bien et gagne bien sa vie. Je ne sais pas si je réponds en tout cas. Éric, Oui. alors, si tu avais fait partie de cette équipe qui avait été en voyage ailleurs afin de recruter des autres, quel conseil auriez-vous donné? Ce qui me concerne, moi je vais agir dans le domaine scolaire, là lequel je suis maintenant. Pour ceux qui vont venir, pour les parents qui vont amener leurs enfants au Canada pour l'enseignement, je les conseillerais de les amener puisque l'enseignement c'est bien organisé. Fait que ce que je conseillerais aux parents des enfants qui veulent que leurs enfants soient bien enseignés, je les conseillerais de les amener au Canada puisque le Canada est un pays qui organise son enseignement un peu bien que les autres pays que j'ai vus. Moi j'étais au Burundi en Afrique centrale. L'enseignement n'était pas bien organisé comme ici. Pas de matériel. Le matériel n'était pas suffisant. Bien, il était, mais c'était pas suffisant. Mais ici, tout est apporté. C'est ça que je conseillerais aux parents, s'ils veulent que leurs enfants soient bien éduqués. Alors, je pense que je peux rajouter, c'est nous, comme au Conseil, l'importance d'aller, si nous allons recruter, là, et on recrute quand même beaucoup de personnel, que ce soit au Canada, et actuellement, on prend des gens qui sont quand même ici au Canada, mais on a quand même pris dans le passé des gens qui nous arrivaient de d'autres pays. Et je pense qu'il faut être conscient des défis comme employeur, des défis que possiblement cet employé-là aura à vivre. Dans le sens qu'on sait que certaines reconnaissances des acquis dans leur pays ne sont pas nécessairement au même niveau. Alors, il y a du travail à faire pour assurer qu'ils puissent obtenir une certification. Mais je pense qu'en règle générale, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que même le personnel qui est formé au Canada, qui nous arrive, on doit faire l'accompagnement. Et ça, c'est ça qu'il faut mettre sur la table. C'est l'accompagnement que le Conseil met en place pour assurer une bonne insertion professionnelle, si je parle du point de vue du personnel. Pour les élèves, je pense qu'il faut mettre des programmes d'accompagnement, d'accueil, et qui permettent d'accompagner ces élèves-là vers leur réussite. Mais il faut avoir ces mesures d'accueil-là. Et je pense que depuis 2005, le Conseil a mis beaucoup d'énergie à essayer de mettre en place des programmes. Et je sais que dès 2005, nous avions une personne au Conseil qui était attitrée à l'accueil, parce qu'à Regina, on a eu beaucoup d'élèves en peu de temps avec les réfugiés qui sont arrivés. On a eu quand même d'autres qui, socio-économiquement, étaient quand même pour venir travailler. Mais lorsqu'on parle de différentes clientèles, que ce soit les réfugiés, c'est quand même une autre catégorie. Alors, au niveau socio-économiquement, les gens qui arrivent pour un travail, ils ont quand même une autre capacité qu'il faut tenir compte, mais les accompagner aussi. Parce que veux pas, que tu viennes même à l'intérieur du Canada, que tu viennes du Québec, le système éducatif n'est pas le même qu'ici, bien qu'il y a des ressemblances. Alors, il y a tout un accompagnement. Et pour nous, le Conseil, on s'est dit que d'ici 2015, tous nos élèves, on doit avoir, 100% de nos élèves doivent avoir une réussite adéquate. Alors, selon les tests en lecture, en mathématiques, ça demande de l'accompagnement, des mesures de pédagogie différenciées, peu importe qui est l'élève, il faut le prendre là qu'il est et l'accompagner. Alors, et je pense que c'est ça qu'il faut aller dire à nos gens. Et malheureusement, il y a encore des structures professionnelles
qui n'ont pas encore réussi à s'adapter à cette réalité-là, soit par protectionnisme. Hier, j'étais avec un conducteur de taxi à Saskatoon d'origine pakistanaise qui, lui, était avocat dans son pays. Alors, on a jasé beaucoup sur sa déception de ne pas pouvoir pratiquer et qu'il n'y ait pas d'accompagnement pour faire son apprentissage ici au Canada avec des cours en milieu de travail. Alors, je pense que nous, le Conseil, on le fait beaucoup. On met beaucoup d'appui à notre personnel pour leur permettre de poursuivre leurs études et on sait que l'intégration, c'est comme ça que ça doit se faire. Moi, je parle beaucoup plus d'intégration. Parce que l'intégration, ça veut dire qu'on est ensemble et on travaille ensemble vers cet accomplissement-là. Parce que si notre personnel, nos élèves réussissent, c'est un plus pour la communauté. Alors, à cause de notre triple mandat, cette réussite-là, à la fois scolaire, identitaire, culturelle et communautaire, pour nous, c'est un tout. Je m'appelle Bara. Je travaille ici à l'Institut. CNFS, Consortium National des Formations en Santé. Alors, moi j'ai une question pour peut-être M. Bernard Roy, peut-être M. Souleymane Dabo, puisque c'est vous qui travaillez au Conseil au CEF, et peut-être pour Eric aussi. C'est-à-dire, lors de l'intervention de Mme Bouchama, bon, d'abord, je vous félicite de votre intervention quand même, c'était vraiment brillant. Alors, j'ai noté que quelque part, vous avez dit qu'il y a un problème de compréhension des parents, en fait, des immigrés. Alors, moi, pour avoir travaillé, par exemple, quelque temps, même si ça fait pas longtemps que je suis ici, pour avoir travaillé avec les élèves, je voyais un peu ça. Je voyais des élèves qui venaient d'arriver. Le système d'enseignement n'est pas pareil en Afrique qu'ici. Alors les parents aussi, ça ne suit pas. Bon, c'est là-bas que je parle un peu de problème d'équité, parce qu'ils ne sont pas dotés des mêmes moyens, peut-être. Les parents d'émigrés qui viennent d'arriver, ils ont sûrement d'autres préoccupations. Alors, vous, en tant que directeur d'éducation, est-ce que vous avez des plans d'accompagnement pour ces parents ou bien pour ces élèves individuellement, en fait, je veux dire? Parce que souvent, c'est des cas qu'on voit. À la récré, tu les vois un peu isolés. Ils n'arrivent pas à s'intégrer quand on fait des jeux. Ils ne connaissent pas, donc ils sont souvent isolés. Est-ce que vous avez, ou bien est-ce que vous pensez de donner des formations à ces parents d'élèves et même à ces jeunes qui viennent d'arriver? Merci. Je pense que M. Dabo pourra répondre plus en détail. En principe, on a quand même fait beaucoup de travail pour accompagner et c'est pour ça que le travail d'intégration dépend en partie de l'école, mais dépend aussi de la communauté. Et c'est un lien de travail interrelié. Il y a une interdépendance dans ce sens-là. Nous sommes conscients que lorsque quelqu'un qui arrive d'ailleurs, peu importe de l'endroit, il y a une intégration et ça demande à la fois pour la communauté d'accueil ou l'école ou les intervenants un ajustement, de comprendre, de connaître. Et comme Madame tantôt mentionnait dans sa présentation, ce ne sont pas des jeunes qui viennent du même endroit. Alors, ce serait facile si tout le monde vient de la Côte d'Ivoire, pour n'en nommer qu'une. Alors, puis c'est du bon monde, mais il y en a d'autres qui viennent du Bénin, il y en a d'autres qui viennent de l'Algérie, du Maroc, on a quelques-uns du Sénégal, du Burundi. Et vous voyez, puis c'est des cultures en soi. Alors, et c'est pour ça que moi, je mise davantage sur notre personnel qui viennent d'ailleurs pour nous aider dans ce sens-là aussi. Parce que cette ouverture-là, nous, on l'a, mais en même temps, n'ayant pas vécu dans des situations comme en Afrique, etc., on peut avoir le cœur ouvert, mais c'est important d'avoir des modèles, des gens qui ont vécu ces expériences-là, qui peuvent aussi nous guider là-dedans.
Et pour moi, ce qui est important pour une bonne intégration, c'est d'être à l'écoute, c'est le dialogue. Et c'est pour ça qu'on a offert de la formation depuis 2 ans avec une dame qui est venue de l'Ontario pour former sur l'interculturalisme, comment ça peut se faire. Mais le Conseil a quand même fait des démarches au préalable aussi, dans le sens que nous avons mis en place, il y a quelques années, nous avons rencontré tout notre personnel qui venait d'ailleurs. Or, on a eu une rencontre et on avait un café carrousel avec des questions pour comprendre les défis qu'ils vivaient et également, ensuite, enligner des plans d'action. Alors ça a permis une bonne ouverture et je crois que le Conseil, je ne te dis pas qu'on est parfait, mais on est en cheminement. Et c'est apprendre à connaître, à accepter l'autre. Moi, je peux être très ouvert, mais l'autre aussi, il faut qu'il fasse son cheminement. Alors, on doit aussi avoir ce dialogue-là d'ouverture. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'avoir une intégration transculturelle davantage dans notre dialogue. Parce que si on parle juste le multiculturalisme, pour moi, c'est passé, parce que ça fait comme si on vit un à côté de l'autre. L'interculturalisme est très important, mais il faut que aussi, dans nos interventions, on parle de transculturel pour que ça fasse partie de notre seconde nature. C'est notre réalité. On a maintenant des nouveaux arrivants, des gens qui viennent combler ou qui viennent travailler, qui veulent être des citoyens à part entière, comme francophones dans notre communauté. Et c'est ça qu'il faut développer ensemble. Merci. Je pense que Bernard a dit l'essentiel, mais pour aller directement à ta question, si on a pris des mesures quand même pour intégrer ces gens-là. D'abord, au niveau de l'information sur le système éducatif au Canada et en Saskatchewan particulièrement, nous avons sorti un guide à l'usage des parents immigrants. Dans ce guide, on a fait un ABC du système éducatif canadien et saskatchewanais. En sorte donc que le parent, dès qu'il arrive à l'inscription, on lui donne à l'école ce guide pour lui dire comment ça fonctionne dans le système canadien et dans le système saskatchewanais et encore plus précisément dans le système fransaskois. Alors donc, ils ont toute cette information et, par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences des systèmes. On leur donne, si tu veux, on peut l'appeler viatique, pour quand même les accompagner. On est allé jusqu'au trait culturel qu'il faut respecter pour éviter le premier choc. Par exemple, je donne un exemple qui a été mon cas. J'ai rencontré un ami que j'avais perdu de vue à l'université. On s'est rencontrés à Paris. On était tellement heureux. On a fait un chemin pour aller voir un autre ami. Au Sénégal, on se tient la main, on s'est tenu la main. Mon ami a retiré sa main avec une brutalité tellement forte que j'en suis encore vexé quand j'y pense. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver à des jeunes ici qui tiennent la main d'un camarade saskatchewanais qui retire la main. Alors, il va se dire, mais là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez toutes les interprétations. Voilà donc des choses qu'on a mis dans les détails dans ce guide-là pour éviter quand même les premiers chocs qui entraînent quand même une incompréhension. Ça, c'est d'une part. Ensuite, Bernard l'a mentionné, pour notre personnel, parce que quand même, Yamina l'a dit tout à l'heure, que l'inconnu, les gens en ont peur, et c'est humain. Quand les gens viennent d'autres cultures, ils ne savent pas comment commercer avec eux. Il est évident que la première réaction, c'est quand même de rester là, à l'attentif. Et ça peut être interprété de l'autre parce que quand même dans leur culture, on va vers l'étranger. Alors donc, pour éviter ces interprétations qui ne sont pas fausses mais ne sont pas vraies non plus, alors nous avons fait beaucoup de formations pour notre personnel. Il a cité le cas d'une dame de l'Ontario qui est venue nous faire une présentation pour nos enseignants, mais aussi pour la communauté d'accueil, parce qu'à Gravelbourg, nous allons avoir des étudiants, c'est là que nous avons notre
pension où nous recevons nos étudiants étrangers. Alors, on a fait une formation pour la communauté de Gravelbourg en relations interculturelles. Cette année, au congrès, on a fait encore une formation à l'interculturel au niveau de notre congrès pour les directeurs d'école. Et cette même formation a été reprise encore pour la communauté à Gravelbourg. Il s'agit d'une dame qui vient du Québec et qui a quand même beaucoup produit dans le domaine du dialogue interculturel. Et aujourd'hui, on est en train d'installer dans nos écoles des structures de dialogue interculturel, ce qu'on appelle les comités d'accueil école. Dans chaque école où il y a une présence immigrante, nous allons mettre un comité d'accueil qui, en plus d'aider à l'accueil physique, va servir d'espace de dialogue, d'échange interculturel, où des thèmes aussi bien canadiens que étrangers vont être soumis et les gens vont discuter à bâton rompu, parce que tous les problèmes généralement naissent de l'incompréhension, de la méconnaissance, et c'est ça que nous voulons éviter, se connaître mieux pour mieux vivre ensemble. Et je pense qu'il y a d'autres guides aussi qu'on est en train de développer, Soliman, qui sont en révision. C'est vrai. On a 2 guides. Le guide pour le comité d'accueil dont je viens de parler, le guide donc pour voir comment ça fonctionne. Il y a aussi un guide, comme nous en avons fait pour les parents nouveaux arrivants, on en a fait aussi pour les parents de la communauté d'accueil, pour leur donner aussi les moyens de faire face aux nouvelles personnes qui viennent et qui, en fait, viennent avec leur culture et avec qui il faut quand même commercer. Alors, donc, ce guide-là. Et on va faire un guide pour l'élève et un guide pour l'enseignant. Alors, donc, on va faire une série de 5 guides pour donner à chacun les moyens vraiment de pouvoir, en face de l'autre, bien le saisir, bien le comprendre et bien commercer avec lui. Je commence d'abord à remercier l'Institut français des initiatives qu'il prend pour essayer de, disons, d'entamer des discussions sur des thématiques assez importantes et des thématiques d'actualité, aussi bien le thème d'aujourd'hui que les thèmes précédents. Et je salue aussi les efforts des participants à ce colloque pour venir présenter leur perception, leur point de vue en ce qui concerne le problème de l'intégration des enfants, des enfants immigrés. Je commence d'abord par dire que l'intégration, c'est un processus très complexe. Et je suis aussi déçu, pardon, j'ai oublié de mentionner ce, nous sommes les acteurs de l'intégration, et comme si ces acteurs parlent d'eux-mêmes. Où sont les parents? Alors que je pense que le CEF, il a une base de données pour vraiment mobiliser des cinquantaines de parents pour être là ce soir. Ces gens ne sont pas là, et c'est comme le CEF parle pour lui-même. Et ça, on n'avance pas. Et ça dénote justement qu'il n'y a pas d'effort d'intégration qui se fait. Pas d'effort d'intégration. Si le CEF vient raconter sa conception, nous voulons que la CEF soit présente, que le Conseil économique et social soit présent, que d'autres institutions soient présentes, si nous voulons vraiment parler d'intégration, et que ces gens considèrent le thème comme étant l'un de leurs priorités. Mais comme l'intégration des enfants n'est pas une priorité, eh bien, le résultat, c'est qu'on se parle justement pour nous-mêmes et pas pour les autres. Second point, la question des guides. Les guides ne servent à rien à des parents illettrés qui ne maîtrisent pas la langue. Ce n'est pas ça l'intégration. Aller consommer de la paperasse et de l'afficher, des slogans publicitaires, ça, c'est pas pratique. L'intégration, c'est l'accompagnement. L'intégration, c'est la réinsertion. L'intégration, c'est accompagner l'enfant depuis le premier jour où il met son pied à l'école jusqu'au cours d'été, jusqu'au la visite des sites, jusqu'au, disons, la présentation des aspects culturels de la Saskatchewan, etc., etc. Mais ce n'est pas le fait qu'on lui présente un guide à son père, on lui dit oh, « vous êtes intégré » et puis sachez qu'il n'y a aucun accompagnement. Moi, j'ai eu l'expérience
mes enfants étaient inscrits à l'école, je n'ai vu aucun visage qui m'accompagne dans l'intégration de mes enfants. Au contraire, ils ont eu des problèmes que moi-même j'aille résoudre avec les enseignants, parce que certains enseignants aussi, il faut le mentionner, manquent d'éducation nécessaire. Moi, je vois mal que quelqu'un qui atterrit de Burundi ou de l'Angola, et 6 mois plus tard, il est enseignant. Alors, il est porteur de culture d'Angola et de Burundi ou de je ne sais quel pays pour essayer de les inculquer à des enfants qui veulent grandir et s'épanouir dans un environnement canadien, l'un des pays, disons, démocratiques, plus ouverts, etc., etc. Ne parlons pas de l'insérer à plus long terme dans une politique ou dans une vision de mondialisation et de globalisation. Il aura un handicap parce que cet enfant n'a pas eu l'accompagnement nécessaire, etc., etc. Et ce n'est pas seulement l'école. Lorsqu'il s'agit de condetter, ces enfants d'immigrés n'ont aucune assistance, ni des structures francophones, ils n'ont rien du tout. On commence à dire aux parents, écoutez, vous allez payer $250, et certains parents n'ont pas les moyens de le faire. Ils ne peuvent pas payer ces $250 pour amener leurs enfants dans un camp. À cela s'ajoutent les conflits interinstitutionnels entre les acteurs francophones, entre les institutions francophones, qui sont les enfants d'immigrés sont victimes justement de ce désaccord institutionnel. Le CEF n'est pas en communication avec la CEF. La CEF n'était pas en communication avec le Conseil économique. Le Conseil économique n'est pas en communication avec l'Institut. Mais qu'est-ce que ça veut dire ces salades? Ce n'est pas une volonté de travail. Brahim, est-ce que vous avez une question? Ma question, c'est qu'il faut repenser la démarche, repenser la manière de procéder. Et merci beaucoup. Soliman, veux-tu commenter? Oui. Je comprends la préoccupation de monsieur, mais quand nous avons parlé des guides, notre prétention n'était pas de résoudre définitivement l'intégration. C'est un pas, c'est le premier pas. Quand ils arrivent, ils ont besoin quand même d'éléments qui les accompagnent dans leur processus d'intégration. Et je pense que toujours dans la même dynamique, nous mettons sur place les comités d'accueil école où, je vais peut-être rentrer dans les détails de ces comités d'accueil école, c'est que c'est composé de la direction de l'école, des enseignants, des parents de la communauté d'accueil, des parents immigrants et des partenaires en accueil. La CF, le CCF, etc. Nous avons donc l'Institut français fait partie aussi. Alors donc nous avons tout ce monde dans nos comités d'accueil. En plus de conjuguer les efforts pour intégrer, pour aider les gens à l'établissement, nous travaillons à installer des espaces de dialogue dans toutes nos écoles. Et c'est de ce dialogue que naîtra la seule et bonne voie qui prenne en charge les aspirations de tous vers un vivre ensemble meilleur. Alors, si les autres communautés, si les parents d'élèves ne sont pas là, je pense que je peux te dire tout de suite que nous n'avons pas organisé cette soirée. Ce n'était pas nous qui devions... Ce n'est pas nous qui avons invité, nous sommes ici au même titre que vous invitez et nous participons, nous donnons donc un peu l'exemple de notre parcours dans ce domaine. Mais s'il nous avait été demandé de le faire, certainement qu'on le ferait. On nous a demandé d'amener un élève, on a amené un élève. On nous aurait demandé d'amener ses parents, on les amènerait certainement. Mais en fait, comme on dit, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Il y a un élément ici quand même que je vais dans une intégration, dans un mouvement d'intégration, puis Madame le fait ressortir dans sa recherche, une communauté accueillante doit s'ajuster. Et ça amène un dialogue, ça amène aussi des gens qui ont peur de cette ouverture-là. Parce que ça vient déranger. Tout le monde, en principe, est très ouvert, mais dans la pratique,
Il faut apprendre à dépasser les peurs de l'inconnu. Alors, chacun arrive avec sa culture, ses référents, et ça peut causer des heurts, malheureusement. Vous savez, moi, je suis originaire du Québec. Ça fait des années que je suis ici. En 82. Alors, je vous dirai pas mon âge pour le reste. Alors, mais il reste quand même, vous allez voir que même moi, arrivant d'une autre province, il a fallu que je m'intègre au milieu dans lequel j'ai décidé de vivre. Cette intégration-là demande une part, il y a un choc culturel. Peu importe qu'on vienne à l'intérieur du Canada, il y a un choc culturel lorsqu'on arrive dans une autre province parce que nos référents ne sont plus les mêmes. Et vous savez que quand moi je suis arrivé en 82, on m'avait dit, et c'était le président du conseil d'administration du Collège Mathieu à ce moment-là, M. Roland Pinsonneau, qui avait dit, vous les Québécois, on est contents de vous avoir avec nous. Mais sachez qu'ici, on a une culture. Alors, venez nous montrer, venez pas nous montrer comment les boutons à 4 trous sont faits, on le sait comment. Alors, venez nous aider à coudre. Et je pense que c'est ça qui parfois est difficile. Tu sais, parce que chacun veut faire sa place, mais c'est cette ouverture à l'autre. Et c'est pour ça que pour nous, on mise beaucoup sur le dialogue, de comprendre la différence, de voir que les gens, la communauté d'accueil doit cheminer vers ce changement de société. Parce que c'est un changement. On sait que la société canadienne ne sera plus ce qu'elle a été, en principe homogène. Nous, comme gens en situation minoritaire, nécessairement, c'est un double, puis Madame le mentionnait, il y a des peurs encore, et l'inconnu. On s'est battu pour nos institutions, etc. Alors, c'est cet équilibre-là qu'il faut apprendre à travailler. Mais je pense que le Conseil, je ne dis pas qu'on a tout réglé les défis, on est en marche vers l'intégration. Et cette démarche-là, puis vous-même, vous l'avez dit, l'intégration, ça prend du temps. Ça va prendre du temps parce qu'on doit se battre pour avoir les services d'accompagnement. Du côté majoritaire, on a déjà plusieurs infrastructures, que ce soit Open Door Society. On a le ministère accorde beaucoup d'importance avec du financement. Alors nous, il faut se frayer une place à l'intérieur de tous ces organismes-là pour aller chercher du financement, notre part de gâteau, pour être capable à notre tour de pouvoir appuyer et mettre en place. Mais le Conseil n'a jamais reçu de financement supplémentaire parce qu'il accueillait des immigrants ou des enfants immigrants. Et vous savez que lorsqu'on reçoit un enfant d'ailleurs, et peu importe l'enfant, on doit s'assurer qu'on met en place les mesures nécessaires d'accompagnement. Je ne vous dis pas qu'en 2005, et que les gens comprenaient ce qu'ils devaient faire avec ces mesures d'intervention. On n'a pas encore de programme d'accueil pour les nouveaux arrivants, comme en Ontario, qui ont mis en place. Alors, on est en train de travailler à aller chercher cette part-là au fur et à mesure. Et comment que le Conseil y voit cette importance? Dès que 2005, on a libéré une personne qui s'est occupée de ça au niveau de l'école ici à Mont-Saint-Laval. On a libéré des gens même dans d'autres écoles pour travailler là-dessus, pour essayer de suggérer. On a demandé aux gens d'aller voir ce que les autres conseils faisaient au niveau majoritaire. Puis le double défi qu'on a, c'est que les jeunes qui arrivent, mettons, plus vieux, on forme les jeunes à être bilingues. Alors, oui, la langue française, c'est notre langue d'enseignement, mais le jeune, on veut qu'il soit bilingue. Le jeune qui arrive en 9e année, 10e année, qui n'a pas d'anglais, c'est de l'anglais additionnel qu'il faut lui donner. Il n'y avait pas de programme en 2005. On vient d'avoir un programme en anglais additionnel qui a été développé. Alors, on n'a pas encore d'argent du gouvernement pour l'anglais langue additionnelle. Toutes les sommes d'argent sont prises à même les subventions que nous recevons, pas nécessairement pour l'immigration. C'est la première année que le ministère vient mettre en place de l'argent pour, puis c'est un petit montant, 600 000, à être distribué à travers tous les conseils scolaires.
Alors, tu sais, je pense qu'il faut faire confiance, il faut se donner le temps. Puis malheureusement, vous démontrez une insatisfaction, mais je pense qu'il faut aussi que cette démarche-là, c'est faite par la formation. Notre personnel n'a pas été formé avec l'immigration. C'est nouveau. Puis quand on dit nouveau, c'est peut-être 2005 à nos jours, c'est quand même, 7 ans, 8 ans? Vous savez qu'en éducation, puis à l'université, vous pourrez m'en parler plus, d'amener un changement, ça prend plusieurs années. OK? Et c'est la même chose même dans nos croyances pédagogiques. Dans notre façon de faire, c'est de la formation. Et nous, on a commencé par la pédagogie différenciée, où on s'est dit, tout élève doit réussir. Et après ça, on a mis des mesures d'accueil, des phases d'accueil, avec du personnel qui s'occupait d'accompagner les jeunes pour la mise à niveau. On continue à le faire avec l'anglais additionnel. On met tout ce qu'il faut. Et même d'ailleurs, l'importance aussi d'avoir des modèles qui viennent d'ailleurs. Alors, c'est pour ça que quand on a nommé M. Dabo comme coordonnateur au niveau des relations interculturelles, pour nous, c'est important parce que si on n'est pas certain de quelque chose, on parle avec M. Dabo et il va indiquer un peu l'intervention. Et M. Dabo est intervenu à plusieurs reprises sur des défis qu'on avait, comment on doit intervenir, essayer d'avoir cette compréhension de l'autre. Et je pense que c'est très important, c'est ce dialogue-là. Oui, dans la communauté, il y a des cheminements, mais je crois que il y a peut-être aussi des images qu'on peut avoir, mais je pense que le Conseil parle avec l'ACF, le Conseil parle avec les autres associations. On est partenaire dans beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on participe maintenant à ce qu'on appelle le réseau provincial en immigration. On siège là-dessus. Il y a eu, oui, des hauts et des bas, dans le sens que pour en arriver à une vision, mais sachez qu'une vision ne se fait pas sans discussion. Et pour en arriver à ça, ça prend un certain temps pour y arriver. Le Conseil a aussi même participé à des recherches que Mme Carlsenberg a fait chez nous pour l'inclusion des élèves immigrants. On a participé, parce que pour nous, c'est sur des faits, c'est sur des bases pour améliorer nos pratiques comme telles. Moi, j'ai l'impression, M. Roy, que l'intégration pour vous équivaut à du financement. Or, il y a des aspects intégrationnels qui ne coûtent rien. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit le Conseil a libéré, a fait des choix pour tout faire pour intégrer et permettre l'intégration de ces jeunes-là. C'est vrai que nous sommes parents, nous avons affaire à un environnement que vous appelez ne pas dépasser les bornes de l'inconnu. Nous sommes conscients quelles sont ces bornes, nous savons où elles s'arrêtent, mais nous participons tout de même avec notre valeur modeste d'immigrés, à faire bouger les choses, à faire, disons, évoluer quelques aspects que nous considérons comme elles sont défaillantes et qui nécessitent une redynamisation et qui nécessitent une relève dont seulement un partenaire ne peut pas faire le jeu. Non. Nous sommes conscients de ça. Et c'est pour ça que nous sommes partenaires avec d'autres dans ces enjeux. Et les communautés d'accueil à l'école et le réseau qui existe au niveau de la communauté, on sait que c'est nécessaire. Moi, je trouve que c'est très important, l'élaboration d'outils. Ça sort énormément. Puis souvent, on part sur de fausses pistes si on n'est pas informé. Donc l'information, le manque d'information sort pratiquement chez tous les participants. Et je trouve que le fait d'élaborer des outils, c'est certain que c'est un élément clé, c'est un élément important, quelle que soit la critique qu'on puisse faire à un outil, les limites que ça comporte, c'est mieux qu'un outil qui n'existe pas, qui est absent. Donc, faire un premier jet, un premier document qui va sortir,
et qui donne de l'information. Et c'est à la suite de ce document-là qu'il peut y avoir des ajouts, des améliorations. Mais bien sûr, un outil ne va pas marcher tout seul, il n'est pas suffisant en lui-même. Il y a les parents analphabètes, les parents ceci, cela, etc. Il peut ne pas être adapté à tout, mais c'est un début. C'est très important de l'avoir. On peut penser à d'autres moyens, comme par exemple les interactions entre différents parents, des formations appropriées. On parle de plus en plus du coaching des parents, qui est aussi une piste très intéressante, qui est destinée d'ailleurs en dehors des parents immigrants, mais le coaching des parents, moi je le verrais comme une option, une formation aux parents. Ou encore, ça peut être tout simplement des gens qui ont fait leur chemin, qui ont tâtonné et qui ont pris connaissance du système, de certains aspects très informels qu'on ne peut pas voir dans les livres ou dans les sites internet ou quoi que ce soit, et ça favorise justement cette prise de conscience qui amène le parent à éviter des erreurs par exemple que d'autres ont fait, etc. Donc moi je trouve que c'est très louable de partir avec des outils, et ça comble un besoin partout, aussi bien auprès des parents. Les enseignants nous disent ça, le personnel non enseignant nous disent justement qu'il manque des outils et qu'il manque de temps pour qu'eux, ils élaborent les leurs. Donc c'est très important d'avoir ces outils dans un premier temps, quitte à les valider. Un outil ne se valide que sur le terrain. Les gens, ils viennent et ils nous disent « Ah, c'est plutôt ça que... » Et ça enrichit cet outil qui va se transformer et devenir un élément très puissant qui va répondre aux besoins. Et si je peux ajouter un peu, par exemple, pour les guides, pour ceux qui ne savent pas lire, ce n'est pas un grand problème, parce qu'au niveau des CAE, il est prévu des soirées ou des journées de formation et d'information dans lesquelles il va y avoir une lecture commentée du guide. Et là, moi-même, je viens, je lis le guide, je le commente. Comme ça, les gens vont savoir tous les problèmes qui se passent au niveau du système éducatif ici. Et encore toujours dans le sens de la prise en charge de cette dimension, demain, je vais rencontrer le CFA. Nous allons mettre sur pied un programme pour la formation des parents d'élèves qui ont en besoin le français. Parce que là, j'ai su, moi, écoutez, je ne sais pas si vous connaissez cet organisme, puis ça, ils disent qu'en fait, la réussite, le manque de réussite des gens relève moins de leur état économique que de la disposition des parents, surtout de la mère, à aider l'enfant à son travail. Alors, donc, nous avons pensé, et nous avons l'Institut français dans ce partenariat, nous allons travailler à mettre sur pied des cours de français pour les parents d'élèves de nos écoles. Et nous avons pour l'instant identifié 4 sites, ici, Saskatoon, Prince Albert et North Battleford. Donc on va le faire, et on va le faire gratuitement. C'est pourquoi d'ailleurs ça a pris du temps, parce qu'on pense que ces gens-là peuvent avoir un problème à payer cela, et donc on est en train de chercher le financement. On fait de notre mieux, c'est vrai, comme Bernard l'a dit, ça va prendre du temps, mais quand même donnons le temps au temps. Oui, je crois quand même élaborer une stratégie sur 7 ans, 8 ans pourrait donner des résultats palpables et touchables. Et on ne pourra pas toujours se mettre derrière l'histoire pour dire, écoutez, on venait de commencer. Les actions qui sont pragmatiques se réalisent. Lorsqu'il y a des stratégies avec des plans d'action, stratégies soit moyen, long, court terme, avec des plans d'action, avec les moyens d'exécution, ça réussit. Et on ne peut pas continuer et accepter, nous n'avons que 7 ans, nous n'avons que 8 ans. Alors, ces stratégies qui vont se réaliser sur 20 ans, peut-être on ne sera pas là pour les mettre en pratique. Il faut être pragmatique dans les actions. Se mettre derrière l'histoire, ce n'est pas une solution. Moi, j'ai vu des réalisations qui ont eu lieu ici, dans l'espace de 5 ans. Alors que, savoir quelque part, ils ont pris 7 ans, 8 ans, et on n'a pas vu de résultat palpable. Ça ne fait que reproduire le discours que vous êtes en train de me dire aujourd'hui. J'étais là il y a 5 ans.
Et c'était la même chose. Je prends les notes. J'ai mes notes classées quelque part. Les mêmes mots, la même routine qui se répète. Ça marche. Les interventions sont sectorielles et ponctuelles, mais ne sont pas intégrées dans une stratégie globale. C'est ce qu'on essaie. Je vous ai dit que c'est dans le cadre d'un partenariat. Et il y a des choses quand même qui échappent à notre quand même contrôle. C'est des cours qu'il faut donner. Il faut payer les gens qui donnent les cours. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut payer les gens qui donnent ces cours. Il faut payer tous ceux qui accompagnent ce cours. Or, nous voulons le faire gratuitement. Il faut qu'on trouve un financement. Alors, c'est ça qu'on est en train de chercher avec les partenaires. Alors, si en fait vous parlez de 5 mois et autres, si on pouvait le faire en 2 semaines, on l'aurait fait. Mais seulement, ce n'est pas quelque chose qui dépend entièrement de nous. On est en partenariat et on est en train de chercher. Bonsoir, Abdoulaye de l'Institut français. Merci beaucoup encore à Mme Bouchama pour sa brillante présentation. En fait, Mme Bouchama, vous avez dit qu'avec l'intégration, on va aussi la réussite scolaire. Et on a parlé également d'information, que l'information était très très importante à l'école. Donc la question que je me posais, suite à ce que Bara a dit, avec les comportements qu'on peut voir dans les cours d'école, il y a souvent des barrières à l'intégration. Est-ce que dans les écoles efficaces, ou peut-être chez vous, Monsieur Roy, est-ce qu'on documente ces barrières à l'intégration? Est-ce que c'est documenté quelque part? Et parce que si ces informations sont documentées, ça pourrait permettre, parce qu'une des voies pour permettre justement l'intégration, c'est qu'il y ait au niveau du leadership même de l'école une implication. Donc est-ce que c'est documenté, ou vous, dans vos recherches, est-ce que certaines écoles documentent ces barrières à l'intégration des cas? Ça peut être des stéréotypes, dans la cour de récréation, ça peut être des discriminations. Est-ce que c'est documenté, ensuite discuté? Nous, cette année, nous avons outillé notre personnel avec des iPads pour justement noter les cas d'intervention où il y a des incidents, de façon à voir si l'incident a une barrière ou une limite raciale, ou c'est peut-être juste un problème d'individu, etc. On veut comprendre un peu où sont les domaines d'intervention qu'on doit faire par rapport à des comportements, etc. Or, c'est noté à chaque récréation ou à chaque incident, de façon à pouvoir faire l'évaluation de cela au fur et à mesure. Alors, ce sont des données qu'on est en train de faire. Il y a quelques années, on avait même fait un sondage sur la question d'intimidation. Mais le mot intimidation ou harcèlement n'a pas la même résonance. Alors, on s'est aperçu que ça ne nous donnait pas les informations qu'on voulait. Alors, c'est pour ça qu'on revient avec de l'observation, de la documentation sur les lieux pour comprendre les types d'interventions, les comportements. Alors, mais il y a eu quand même du travail qui a été fait avec Mme Carstenberg qui peut peut-être répondre sur des données qui sont quand même venues voir quels sont le travail, des recommandations pour s'assurer de l'inclusion, l'intégration des jeunes. Je ne sais pas si vous voulez répondre un petit peu, parce qu'on a travaillé en collaboration avec vous là-dessus. Alors, oui, comme M. Bernard Roy a si bien dit, on travaille en partenariat à ce niveau-là. Et puis, oui, j'ai fait des études au niveau du réseau social des jeunes dans nos salles de classe, surtout les 3e années, 6e année, 9e et 11e, mais dans certaines petites écoles de la province, j'ai fait toutes les années scolaires. Et puis, oui, en effet, on a vu qu'il y avait un énorme écart entre l'inclusion dans des réseaux sociaux et académiques. Alors, ça veut dire si je suis donné le choix de travailler en groupe avec des gens dans ma classe, ou si je choisis avec qui je vais jouer à la récré, et ainsi de suite. On a vu que les gens qui étaient d'une minorité visible, membres d'une minorité visible, qu'ils soient nés au Canada ou à l'étranger, avaient très peu de chances d'être inclus au sein de ces réseaux sociaux. Et toutes ces données-là, comme M. Roy a dit, comme au fur et à mesure que je fais ma collecte de données et je les analyse, je les présente au personnel scolaire. Alors, on est dans ce dialogue-là. Et puis, c'est sûr que quand j'ai fait des entretiens avec les parents nouveaux arrivants, ils m'avaient dit la même chose au niveau des enjeux de race, les expériences de racisme qu'ils avaient vécues.
Et si vous me permettez, j'ai manqué la chance tout à l'heure de remercier l'Institut parce qu'en fait, l'Institut m'avait invité à faire un discours ce soir et ça m'aurait fait énormément plaisir de présenter avec ma chère collègue que je connais depuis de nombreuses années, Yamina Bouchama, mais j'ai pas pu, mais si je pourrais me permettre juste de tracer quelques lignes d'où on s'en va et peut-être ça va peut-être vous rassurer. Brahim, comme oui, c'est vrai qu'on a identifié ces défis et puis ce que je fais un peu comme accompagnateur, c'est que je suis en train de lire comme une folle afin de bien accompagner mes partenaires scolaires. Et puis, j'ai lu sur les phases un peu de changement et dans un premier lieu, c'est un peu rendre le climat scolaire plus accueillant d'ordre général. Deuxième étape, c'est peut-être connaître l'autre et je pense que le CEF fait bien ces deux choses-là, mais on est arrivé, je pense, au troisième stade qui est d'aller au-delà de toujours focaliser sur l'autre qui risque de les garder dans un espace d'altérité et ça me préoccupe énormément. Et puis on commence tranquillement, pas vite, les dialogues où les membres de la société d'accueil se regardent dans le miroir et ce n'est pas chose facile à faire. Je l'ai commencé quand j'ai débuté ces recherches en 2007. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un racisme aussi ouvert qu'on a découvert à travers mes recherches et j'ai commencé à m'interroger sur la part que je jouais dans le racisme. Comment est-ce que j'étais raciste moi-même et ce que j'ai découvert et je suis contente que M. Roy ait parlé de la pédagogie différenciée, j'ai rien contre ça, j'ai fait ma vie en encourageant le monde de faire ça, j'offre un cours à ce niveau-là, mais je m'étais rendu compte qu'en ne mettant l'accent que sur la pédagogie différenciée, moi-même, je faisais partie d'un système raciste parce que je gardais l'emphase sur l'élève individu et non pas les enjeux sociétals plus larges qui entouraient le jeune, comme le racisme. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions et à changer ma façon d'agir dans mes cours de formation. Et puis, alors, ce qu'on fait en ce moment avec le CEF et ce qu'on va débuter d'ici un an probablement avec les jeunes de 5e année, c'est que, et j'ai déjà commencé ça avec mes cours de formation, l'enseignement, on se pose les questions comme à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais une identité raciale? Et souvent, mes étudiants, qui sont très francs avec moi, disent « Oh, moi, je n'ai pas d'identité raciale. C'est les non-blancs qui en ont. » Okay? Alors, ces perceptions-là qui indiquent comme qu'une absence de prise de compte de ce qu'on amène à la situation comme membre majoritaire d'un groupe. Et puis, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut s'interroger parce que je pense qu'on a bien mis l'emphase sur l'autre et ce qu'on peut faire pour l'autre, mais aussi quand on met tant d'emphase là-dessus, ça risque de garder aussi un déséquilibre de pouvoir, nous, les gentils qui aidons et eux qui n'ont que des besoins et non pas des richesses. Et je sais qu'on ne le fait pas exprès, mais je pense que c'est un discours dangereux. Alors maintenant, on commence à encourager le monde à s'interroger. Mais c'est sûr qu'il y a des problèmes d'intimidation, c'est sûr qu'il y a des problèmes de racisme et c'est certainement pas quelque chose qu'on règle du jour au lendemain. Et je peux comprendre la frustration de M. Brahim parce que oui, c'est bien beau de se dire entre les adultes, ça prend du temps. Mais quand tu as un jeune qui vit dans une situation d'intimidation, et vous connaissez qu'on connaît ça chez nous, que lui dire ça va prendre du temps, non, il faut sauver la vie de nos jeunes dès aujourd'hui. Alors je sais que c'est un équilibre délicat et ce n'est pas un processus qui va avancer sans tension. Il faut juste les admettre et comme je dis à chaque fois que je fais des conférences ailleurs, je chante toujours les louanges de M. Roy. Parce que quand je suis venue en 2007 à commencer mes recherches au sein du CEF, il m'a dit « J'ose espérer que tu vas explorer les enjeux de racisme. » Alors, avoir une telle ouverture, on ne peut pas demander mieux que ça. Alors, enchaîner ensemble. Un élément que je voudrais rajouter aussi,
c'est que je réalise que les jeunes enfants qui sont à la garde, service de garde, qui sont au niveau de la prématernelle, la maternelle, ils ne voient pas la différence de couleur ou d'origine. C'est parce que lorsque les jeunes arrivent à un niveau plus tard, et le défi, c'est pas juste une question de racial ou d'ailleurs. Moi, j'ai vécu pendant 13 ans à Gravelbourg. En 1999, je suis devenu directeur à Regina de l'école Monseigneur de Laval. Mes enfants ont grandi dans un milieu où ils avaient leurs amis à Gravelbourg. Mais en arrivant, la plus jeune étant en 6e ou 7e année, elle n'avait pas son réseau social à l'école. Il a fallu qu'elle refasse son réseau et ça a été plus difficile parce qu'elle n'avait pas évolué avec ceux avec qui que les autres qui étaient ensemble depuis la maternelle, etc., qui avaient un nombre d'années. C'est la même chose pour quelqu'un qui arrive en cours de route. D'établir son réseau social va être aussi difficile. OK? Alors, c'est pour ça que c'est très important, c'est de comprendre la dynamique des jeunes. C'est de comprendre aussi la dynamique de l'enseignant qui doit s'adapter. La dynamique aussi des parents qui accueillent ou qui deviennent, dont leurs enfants côtoient quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou qui vient d'ailleurs. Tout ça, là, ça demande une compréhension, une ouverture et une capacité de pouvoir s'adapter. Et oui, ça prend du temps. Puis je comprends la situation, monsieur, mais moi, si je pouvais changer le monde, je voudrais le changer demain. Alors, mais l'être humain a une évolution à faire. On doit amener la personne à voir, à lire les choses, à comprendre les choses et à changer des choses. Puis ça, le changement, ça va se faire par un dialogue constant. Et il y a des peurs, puis il y a de l'incompréhension. Et ça, il faut mettre en place. C'est pour ça qu'on a mis en place un système où que notre personnel est formé. On réfléchit. Notre personnel qui vient d'ailleurs ou puis j'haïs ça de dire ça parce que maintenant ils sont chez nous, hein, ils sont avec nous. Alors, parce qu'au début, en 2005, je me rappelle, Rosalie était en charge à Monseigneur Laval, on parlait de nos enfants versus les autres. Et moi, tout de suite, au point de départ, j'ai dit non. Dès qu'ils sont chez nous, ce sont nos enfants. Il n'y a pas de distinction. Et c'est pour ça que c'est très important, parce que nous et eux autres, il faut éliminer ça. Et c'est par le discours. Il faut aussi rassurer aussi les parents qui voient l'arrivée de d'autres qui ont peur que leurs enfants soient oubliés là-dedans. Alors, tu sais, c'est tout un ajustement, autant que pour la société accueillante que pour les migrants. Et je dois dire que j'ai eu à gérer ça, monsieur. Beaucoup, aussi du côté de la communauté accueillante, parce qu'il y avait des peurs. Il fallait rassurer, il fallait dire, non, votre enfant ne sera pas perdant là-dedans. Non, on va aussi s'occuper de l'autre par rapport aux besoins. On va s'occuper, on va mettre en place des structures. Votre jeune, il n'est pas perdant là-dedans, au contraire, il y a une ouverture, etc. C'est ce dialogue-là qu'il faut construire. Puis, ça va se faire à la limite de ce que l'humanité accepte de changer et que le cœur s'ouvre et que les peurs diminuent et qu'on travaille ensemble dans ce sens-là. Merci. Angeline Dubois, l'Institut français. Alors, merci beaucoup Yamina, merci au CEF d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Je voulais juste préciser que l'information a bien été partagée à la communauté. Tout le monde était vraiment le bienvenu, que ce soit les parents, les élèves, les professeurs, etc. Donc, mais c'est vrai que le temps ne s'est pas vraiment mêlé de la partie, on va dire, ce qui a certainement joué en notre défaveur, mais en tout cas, je trouve que les questions ici sont de qualité, le débat est riche et je pense que c'est ça le plus important. Eric, je voulais te poser une question. Je trouve ça formidable que tu aies accepté de participer à cette table ronde. Et tout simplement, quels sont les principaux défis en fait, auxquels tu as eu à faire face dans ton intégration scolaire, ou quels sont les principaux défis que tu vois autour de toi pour ces camarades? Est-ce que tu penses que ce genre de plateforme de discussion peut répondre et puis peut aider à avancer dans cette réflexion? Pour ce qui me concerne, j'espère que
Il y a des moyens qui peuvent me permettre d'avancer, surtout pour réussir mes études. Et comme enseignant de Laval, pour ce qui concerne les mesures d'accompagnement, je peux dire qu'ils font tout le possible pour que le nouveau venu soit dans son bain. Premièrement, je peux dire que on nous a dit que juste après la fin du secondaire, on donne un diplômé bilingue. Et comme nous arrivons et venant des pays francophones, l'anglais n'est pas notre langue. Mais ils essaient de nous l'enseigner. Par exemple, les nouveaux venus à l'école Monseigneur de Laval, nous sommes au nombre de 4 en 12e. Comme nous sommes dans l'année terminale, le professeur d'anglais, nous avons besoin de 2 professeurs d'anglais. Et le titulaire du cours et l'autre qui l'aide. Celui qui aide prend en charge de ces nouveaux venus. Dans une autre classe, une classe de 4 élèves pour un enseignant, pour nous permettre au moins d'avancer dans notre langue seconde, qui est l'anglais. Les principaux défis en fait, le mot défi, je ne sais pas si vous pouvez me l'expliquer un peu. Les défis, c'est un petit peu les problèmes ou les questions que tu as dû surmonter en fait à ton arrivée ici et en tant qu'élève. Les problèmes à surmonter? Oui, comme les challenges que tu as dû surmonter ou les problèmes que tu as dû affronter en fait. Ok, merci. Alors, les défis à surmonter ne sont pas beaucoup. En ce qui me concerne à l'école Monseigneur de Laval, je peux dire que, en tout cas, il fait tout le possible pour que l'élève se sente bien dans sa peau. Par exemple, je peux dire que les élèves de l'école Monseigneur de Laval, comme vous venez de le préciser, ne sont pas racistes. Puisque les élèves de l'école Monseigneur de Laval sont accueillants. Les anciens, ils te parlent en anglais, tu leur dis que tu ne comprends pas, ils changent directement la langue et ils s'excusent. C'est un bon comportement à remettre aux élèves de l'école Monseigneur de Laval. Et pour ce qui est des problèmes, des problèmes ne peuvent pas manquer dans une communauté comme Monseigneur de Laval, comme par exemple pour ce qui concerne les jeux, puisque moi je suis sportif, j'aime le sport. Je peux dire que tout n'est pas mis à la disposition des élèves pour qu'ils fassent leur sport. Bien, il y a un gym, mais le gym ne peut pas permettre à tous les élèves de faire leur jeu. Puisque si tu joues au basket et que l'autre joue au volley, vous êtes obligé de vous faire passer les ballons, alors que vous ne faites pas le même jeu. Ouais. C'est ça en fait. Merci. Pardon? Vous avez remporté dernièrement. Nous avons remporté le soccer au niveau régional et provincial. Ouais. C'est beau. Et en plus, nous sommes dans le tournoi de basket. Et les 2 matchs que nous avons discutés, nous les avons gagnés. C'est beau. Ouais.
Je voudrais revenir à la question qui a été posée à propos de l'intimidation, à propos du racisme. Il faut appeler les choses par leur nom. Il y a peu d'études sur cette question. À travers le Canada, peu d'études sont réalisées. Il y a les études de Marilyn Stenbach de l'Université de Sherbrooke qui travaille sur ça. Et dernièrement, elle a déposé une demande CRSH dans laquelle elle m'a appelé à être co-chercheur. C'est certain qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu, mais qui ne sont pas dites. C'est certain que les quelques entrevues que j'ai faites, souvent, il y a des éléments qui surviennent, comme quoi les élèves des minorités se tassent dans un coin de l'école pour manger ensemble, pour parler ensemble. Ils ne se mêlent pas au reste, etc., etc. C'est certain que ça fait une différence parce qu'on sait que lorsque il y a un milieu propice à l'apprentissage, c'est là où la réussite se passe bien. J'ai fait un projet sur les écoles efficaces. Les écoles efficaces sont des écoles qui, avec peu de moyens, arrivent à atteindre un niveau de réussite très important comparativement à ceux qui sont en milieu favorisé. Donc, au Québec, il y a le classement des écoles secondaires. Puis, dans ces écoles secondaires, on a mené une étude sur le terrain qui nous a fait voir que ce sont des écoles qui n'admettent pas la violence quelle qu'elle soit, un niveau propice à l'apprentissage. Et la direction d'école, dans l'une des écoles, parce que c'était un type d'étude ethnographique, on a été sur le terrain, on a observé, on a interviewé, etc. Donc c'était vraiment qualitatif. Et qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Les directions d'école ne tolèrent aucun niveau, aucune trace de violence ou d'intimidation, ou quel que soit. Je vous donne juste un exemple qui m'a semblé extrêmement intéressant. Je ne sais pas, chaque semaine, chaque 2 semaines, tous les élèves s'assoient et écrivent quelque chose sur quelque chose qui est arrivé. Quelqu'un a dit un mot mal placé à tel autre, etc. Tout le monde doit écrire, même si tu n'as rien à écrire, il faut que tu fasses semblant d'écrire et que tu déposes ton mot. Donc, imaginez une polyvalente de plus de 1000 élèves, chacun se prononce sur quelque chose. J'ai vu quelqu'un dire ou insulter ou tout simplement, ça peut être pas très flagrant, ça peut être petit ou grand, il faut que ça soit rapporté. Et la direction d'école fait le suivi sur ça et détecte les personnes qui font de la violence, parce qu'on sait qu'on se cache pour faire cette violence, et c'est rapporté. Et ça marche comme sur des roulettes. Les gens sont concentrés sur leur apprentissage. Si le milieu n'est pas propice à l'apprentissage, c'est certain que je reste concentrée sur ce qui m'attend à la cour au lieu de me concentrer sur mon travail. Donc, ça atteint, c'est des écoles avec peu de moyens, ils arrivent à réussir. Et ça peut toucher les immigrants comme ça touche tout le monde, tous les élèves. D'ailleurs, ce qui se passe au Québec, des cas de suicide, etc., qui sont flagrants, qui sont importants, et ça touche toute personne qui est différente. Et l'immigrant est désigné dans cette différence qui est flagrante. Il y a aussi des programmes aussi que nous, on a mis en place vers le Pacifique, justement pour montrer comment gérer, apprendre à gérer ces situations-là. Et il y a des groupes de classe aussi que les jeunes sont appelés à partager ce qu'ils ont vécu auprès des autres, et chacun écoute. Et pendant que quelqu'un a le bâton, c'est lui qui parle. Et c'est à trouver ensemble des solutions. Alors, ce sont des techniques que je trouve qu'on devrait... On l'utilise beaucoup à l'élémentaire, que ça devrait même être utilisé à d'autres niveaux, mais ça, c'est tranquillement, on est en train d'éduquer sur des mesures, apprendre à dialoguer là-dessus. Si je peux faire un petit bémol, là, c'est le seul problème avec, il y a toutes sortes de défis et d'atouts de n'importe quel programme orienté sur l'intimidation. Et un des problèmes qui pourrait avoir lieu avec des programmes de tolérance zéro, c'est que oui, ça diminue
parce que ces jeunes sont expulsés, mais ces jeunes qui sont expulsés le font ailleurs et continuent à le faire dans leur marché de travail. Alors la tolérance zéro, ça peut sembler marcher comme des roulettes, mais c'est parce qu'on a expulsé certains. Petit bémol pour le Verlet Pacifique, parce que je le trouve un excellent programme, mais ce n'est pas nécessairement un programme qui est censé être un programme qui contre l'intimidation. Et un des défis qu'on pourrait avoir lieu avec un tel programme, et je l'aime beaucoup, je pense que c'est un des meilleurs, mais il y a toujours des bémols quand on le regarde d'un œil critique. Et je pense qu'un des bémols avec ce programme-là, c'est que tu pourrais avoir des jeunes, surtout dans des années plus avancées, qui savent dire toutes les bonnes réponses au bon moment aux adultes, aux administrateurs, mais font les choses extrêmement sournois et nocifs dans l'arrière-cour, même dans les corridors de l'école. Et si on n'a pas une administration et des enseignants qui comprennent l'intimidation relationnelle et de quoi ça a l'air, on risque de mettre le jeune qui est intimidé dans la même salle de l'intimideur pour partager et parler autour de la table, et ensuite le jeune qui est intimidé paie plus tard dans le cours d'école. Alors, il faut vraiment faire attention d'équilibrer un peu, partager, en parler, mais aussi s'assurer qu'il y ait un suivi adéquat. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on a dépassé 20 heures déjà, mais ça a été ça a été très riche ce soir, le dialogue. Je me demande si les membres de la table ronde veulent dire un dernier mot, peut-être, chacun, pour terminer. Je dis un seul mot. Merci pour l'invitation du centre qui m'a permis d'être aujourd'hui parmi vous. C'est vraiment très intéressant et j'ai beaucoup apprécié. Merci. Ce que je vais dire, je veux remercier quand même l'Institut et certainement de nous inviter à ce dialogue ou ce partage. Vous savez, vous avez parlé des savoir-faire. En milieu minoritaire, Rodrigue Landry parle de savoir devenir en communauté. Et pour moi, c'est aussi l'accent qu'il faut mettre. Oui, il y a plusieurs niveaux de savoir, mais ce savoir devenir en communauté, ça veut dire ça demande un dialogue, comprendre l'autre, essayer de partager les mêmes valeurs et les mêmes croyances, dans le sens pas religieuse, mais les croyances d'aspiration. Pour que chaque jeune ait le droit à son développement, son accompagnement et sa réussite. Et c'est ce qu'on vise. On met en place beaucoup d'interventions, beaucoup de formations. Et on souhaite, et c'est notre espoir, et c'est notre travail, de pouvoir amener toutes les interventions et une compréhension la meilleure pour assurer la réussite de nos jeunes dans toutes leurs dimensions. Eric. Et comme dernier mot, c'est de remercier l'Institut français qui essaie de penser à la réussite des élèves francophones de domaine, puisque ça aide à former la jeunesse canadienne, et surtout les nouveaux arrivants qui vont intégrer la communauté françaiscoise. Et en plus, ça aide à l'amélioration de la langue française comme langue officielle du Canada, le français étant l'une des deux langues officielles du Canada. Merci. Merci. Je pense que, comme mes prédécesseurs, il faut remercier l'Institut français en ce sens que quand même vous êtes dans le sens de l'histoire. L'histoire de notre pays, de notre province, va dans le sens d'un multiculturalisme qui doit être pris en charge correctement si on ne veut pas qu'il déborde. Alors il faut donc mettre tous les atouts de notre côté pour que quand même la cohabitation se fasse, pour créer quand même un monde où il fait bon vivre. Et ça, je pense que vous êtes sur la bonne voie et continuez. Merci. Oh, merci beaucoup les membres de la table ronde. Et puis vous, dans l'audience, vous avez beaucoup participé. Et comme j'avais dit tout à l'heure, c'est très riche. Et ce sont de bons thèmes qu'on a abordés. Et puis
je pense qu'on a la preuve ce soir qu'on est en train de travailler ensemble. C'est ça important, c'est la communauté ici à l'Institut. 2 annonces. Nous avons un cycle de conférences d'étudiants. On a déjà eu 3 conférences, je pense, c'est ça. Donc, la 4e, c'est M. Abdoulaye You. Et c'est lundi, n'est-ce pas, Abdoulaye? C'est quoi le sujet, Abdoulaye? Le sujet, en fait, moi, je suis un doctorant à Simon Fraser University, donc à Vancouver, et le sujet va porter sur le changement, puisqu'on parle de changement, le changement dans un milieu minoritaire, un milieu universitaire. Je parlerai de l'intégration des 3 unités francophones de l'université de Regina. Donc le processus qui est tout derrière ça, le changement organisationnel. Donc c'est un thème très important et puis donc ça a lieu lundi le 3 décembre à midi, n'est-ce pas? Oui, ici à la Rotonde. Et ensuite, nous avons notre 5 à 7 pour la fin de l'année, donc c'est une fête de fin d'année. Jeudi prochain, le 6 décembre, ici à la Rotonde. Donc, vous êtes tous invités parce que c'est pour la communauté. Donc, merci et bonne soirée tout le monde. Merci.